Des cris stridents au sein des familles, mais sans doute des douleurs bien loin, évidemment, de cette nuit d'horreur vécue par nos forces de défense à Wolgo, au nord-est du Nigeria, à la frontière avec le Cameroun, où nos hommes, avec courage et bravoure, sont tombés armes à la main sous les éclats d'explosifs de Boko Haram. Des kamikazes au drone, Boko Haram revoit son arsenal, son modus operandi après une longue période d'inaction. Cette force obscure oblige-t-elle nos braves hommes à revoir leur stratégie face à la modernisation de l'industrie de la mort de Boko Haram? Une question pertinente, voire brûlante à aborder avec tact, minutie et profondeur. Nos analystes y mettront un accent tout particulier dans le traitement, mais aussi se pencheront-ils sur une célébration qui a tant fait écho ici et ailleurs. 40 ans, le RDPC a célébré cette semaine 4 décennies de vie au sommet de l'État. Toutefois, au milieu de ces sons de tambours et de fanfares, résonnent d'autres décibels qui, outre le festin, interrogent la gestion du parti au flambeau après 14 600 jours à la tête du Cameroun. Gestion claire, obscure ou alors clair-obscur, la presse dans son rôle de veilleur, de sentinelle, marque un temps d'arrêt pour revisiter ces longues années sous le regard bien attentif de vous autres qui faites de ce moment un grand moment de la télévision. Bienvenue, mesdames, messieurs, à Accent 237. Disons, souhaitons la bienvenue à nos panélistes qui nous ont fait honneur d'être là ce dimanche. Au regard de leurs multiples occupations, ils ont tenu notamment à déférer à cette invitation. Président Célestin Djamène, vous êtes le président du parti politique à part. Bonsoir. Je le dis habituellement, vous êtes un grand homme et d'ailleurs vous le démontrez en étant là malgré votre agenda chargé. Merci de nous faire cet honneur. C'est un privilège pour nous. Merci pour l'invitation, mon cher Raoul, et bonsoir à tous vos téléspectateurs. On attend de vous un certain nombre d'analyses qui sont... vous êtes d'ailleurs connu comme un analyste assez pointueux et les sujets sont surtout très brûlants. Mais écoutez, on essaie avec notre expérience, je sais que j'en ai un peu quand même, pas un peu, d'essayer de restituer les choses telles que nous les ressentons, parce qu'il s'agit quand même de la situation de notre pays, que nous aimons beaucoup. Oui. Le fait qu'on ait des divergences sur plusieurs sujets ne nous empêche pas d'avoir... un amour profond et inégalé pour notre pays, un amour qui est indéfinissable pour notre pays. Et c'est parce que justement on manque de cette vision de grandeur de notre pays que nous tombons dans des travers perpétuels. On ne peut pas comprendre comment des gens n'arrivent pas à comprendre justement que les divergences c'est normal. Pour avancer, il ne faut pas forcément toujours être d'accord. Oui. Le tout, c'est la fin. Donc moi je dis que les courants politiques, les idées politiques, on appelle ça en Occident la gauche, le centre, l'extrême droite, l'extrême gauche, peu importe. Ce qui compte, c'est la méthode qu'on propose aux Camerounais pour faire avancer le pays. Et surtout les projets politiques. Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'invite toujours les Camerounais, quand je suis sur un plateau, à lire et à relire les programmes politiques. Ça, c'est très important. On ne peut pas aller aveuglément aux élections, voter simplement parce que c'est un frère du village. Ça n'a pas de sens. On vote un programme politique. Oui. Et c'est pour ça que, depuis des lustres, je ne cesse de rappeler qu'il faut lire les propositions des gens, de ceux qui aspirent au pouvoir, parce que c'est là qu'ils seront jugés. Si on ne les lit pas, moi simplement de manière émotionnelle ou sentimentale, voter pour quelqu'un, et puis quand il sera au pouvoir, il fera ce qu'il voudra. De toutes les façons, vous aurez l'occasion peut-être en quelques minutes de revenir sur APA, encore qu'on est dans une année électorale, mais ce n'est pas les élections, encore la campagne qui a commencé. Vous nous direz peut-être si c'est disponible, votre programme politique. Le temps pour nous d'accueillir sur ce plateau Basile Itogo. Vous êtes communicant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il y a quelques jours, vous célébriez 40 ans. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau, M. Basile Itogo. Bonsoir Raoul, bonsoir à tous mes co-dégustants. Merci pour l'honneur que vous me faites de m'inviter sur ce programme Accent 237 qui prend véritablement de l'aile et de l'envol quant à l'actualité des émissions politiques dans notre lendemain camerounais. Effectivement, je suis Basile Itogo, je représente divinement et avec beaucoup d'allégresse divinement le RDPC sur ce plateau parce que, vous savez, le RDPC aujourd'hui c'est un parti qui n'a plus besoin, n'est-ce pas, d'être vilipendé. C'est un parti. Lorsque nous serons certainement la deuxième thématique qui a véritablement construit un certain nombre d'acquis
nécessaire pour que nous puissions échanger en toute tranquillité, en toute quiétude, sans toutefois que nous puissions nous étriper. Et je crois que sur ce point-là, nous devons donner du respect à ce parti politique-là et considérer que c'est un don divin. Un don le divin. Seigneur. Chez vous, cette expression divin, ça revient plusieurs fois, mais vous aurez peut-être l'occasion de nous en expliquer toutes les profondeurs et d'ailleurs tous les piliers sur lesquels le vocable divin tient. Alors, sur le plateau également, Alex Nguepi, bonsoir, vous êtes communicant, un membre très important du Social Democratic Front, le SDF comme on l'appelle. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Accent 237. Bonsoir, c'est la première fois de participer à votre émission, mais ce n'est pas la première fois d'être dans vos studios. Oui. Un bonsoir appuyé au chairman aussi, 3e président de la République du Cameroun. Ah, 3e président. Oui. Alors, vous avez vu dans la boule de cristal? Déjà, c'est clair. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, nous sommes le seul parti politique qui a tous les représentants mandataires à l'État. Nous sommes plus que jamais prêts pour l'élection 2025. Contrairement à ce qu'a dit mon aîné, le président Célestin Dramène, nous militons pour que les valeurs fondamentales, fondamentales de la politique reviennent devant la scène. C'est-à-dire l'histoire qu'on dit opposition-pouvoir. Nous sommes contre cela. C'est quelque chose qui a été créé par le colon, c'est une doctrine néocolonialiste afin de mélanger tout le monde et d'empêcher aux gens de pouvoir se le pouvoir. Parce que quand on dit opposition, vous posez à qui, à quoi? Si par exemple on s'en va, on va construire une route de 5 mètres de largeur au 6 mètres pour accéder pour se rendre à Yabassi et que vous venez vous opposer, vous venez dessus opposant, on va penser que vous opposez la route alors que étant dans les doctrines, il faut démontrer que non, ils ont construit cette route-là par rapport à la doctrine de droite, mais nous qui sommes de gauche, nous pensons que cette route aurait pu être élargie, être 2 fois 2, ça aurait dû être une autoroute. Parce que voilà, on a des ambitions, il faudrait éviter les accidents, il faudrait améliorer l'accès économique dans cette localité. C'est-à-dire que on aura peut-être l'occasion d'en parler, oui. Si par exemple le LDPC décide de donner, d'évacuer un ministre en fonction pour la France, le Maroc, les États-Unis, et que ça va coûter 100 000 francs aux contribuables. Vous vous opposez à qui? En tant que de gauche, vous pouvez dire non. Au lieu de dépenser 100 000 francs CFA. On peut construire les structures hospitalières pour prendre en charge. Même pas hormis cela, on peut mieux faire. Hormis de construire, parce qu'on dit que nous avons un plan de construction. Équipé avec les plateaux techniques. J'arrive. Oui. Ils vont vous dire qu'ils ont déjà un programme de plateaux techniques. De toutes les façons, par contre, non, vous sortez. Par contre, vous pouvez dire non, il y a des jeunes filles qui sont retenues dans les hôpitaux pour 50, 100 000 francs. Il faut payer le facture. Pourquoi ne pas prendre les 100 000 francs là? On revient à vous dans un instant. Le temps pour nous justement d'annoncer que notre 4e panéliste, à l'instar du professeur Louison Essomba, malheureusement, en arrivant à cette émission, a été victime d'un accident de la circulation, mais plus de peur que de mal. Le véhicule a certainement connu quelques bobos, mais lui, il est sain et sauf, très certainement avec l'appui de la technique. Nous pourrons l'avoir au téléphone afin justement qu'il puisse nous éclairer ou alors nous apporter quelques petits éléments d'analyse, lui qui est justement le rendez-vous pour dimanche prochain. Alors, revenons à l'actualité. Président Célestin Dramène, on a vu au courant de cette semaine une actualité qui a marqué pratiquement tous les esprits, des soldats camerounais qui sont tombés au front. On a dans certaines, en tout cas l'information qui a circulé faisait état d'une vingtaine de morts. C'est quelques chaînes de télévision occidentales qui ont parlé justement de 20 morts, mais on s'en tient à la version officielle, notamment du ministère de la Défense, 12 morts du côté de Woulgo. Alors, nous pouvons peut-être revenir sur cet élément avec l'appui de la technique, de la régie, ce reportage réalisé par Fon René Marquez, ou alors une lecture de Jean-Paul Chouniat. L'attaque de Boko Haram à Woulgo contre un poste militaire avancé de l'armée camerounaise en territoire nigérian marque une nouvelle tournure dans la guerre asymétrique en cours dans le bassin du lac Tchad, où opèrent les éléments de la force multinationale mixte composée de 5 pays, le Cameroun, le Nigeria, le Tchad, le Niger et le Bénin.
jusque-là limité aux attaques kamikazes, avec attentat à la bombe. Depuis la première frappe d'août 2014 en territoire camerounais, la secte islamiste Boko Haram semble passer à la vitesse supérieure en recourant désormais à la technologie de pointe. Dans sa stratégie de guerre, l'utilisation des drones bourrés d'explosifs, pilotés à distance et largués sur des cibles militaires. Une grande première, survenue dans la nuit de lundi à mardi, avec à l'arrivée une dizaine de soldats camerounais tués, plusieurs blessés, des engins militaires incendiés et du matériel de guerre emporté. L'utilisation des drones, qui ne change en rien le caractère asymétrique de cette guerre, appelle indubitablement à une révision des méthodes face à un ennemi jusqu'ici invisible, mais omniprésent sur le théâtre des opérations, et surtout prêt à frapper comme la mort à tout moment, sans que personne, même pas les militaires, ne sache le jour ni l'heure. Même si jusque-là, l'armée camerounaise a souvent fait usage des drones, juste pour scruter et localiser les mouvements et cachettes de ces islamistes, Boko Haram prend ainsi une avance dans sa tactique de guerre, en s'attaquant désormais aux cibles militaires, à l'aide de drones bourrés d'explosifs, évitant ainsi de sacrifier ses membres, qui lui ont toujours servi de kamikazes pendant une dizaine d'années, des désignés pour mourir au nom de la cause djihadiste. Boko Haram a donc encore tué des soldats camerounais, blessé d'autres, détruit le matériel de l'armée et emporté des équipements militaires. La riposte ne va pas certainement tarder, non seulement pour venger ces vaillants éléments de forces de défense et de sécurité, qui ont versé de leur sang pour protéger l'intégrité territoriale du Cameroun, mais surtout parer à toute éventualité que tout objet volant suspect ne s'approche plus jamais des positions au sol des troupes au front de cette guerre qui dure voilà 11 ans et ayant causé la mort de plus de 40 000 personnes, des centaines de villages incendiés, des récoltes détruites, des milliers de déplacés et réfugiés vivant dans des conditions précaires. De retour sur le plateau, nous allons directement au téléphone. Nous attend à ce moment précis le professeur Louison Essomba. Professeur Louison Essomba, bonsoir. Nous venons de suivre un reportage, une lecture de Jean-Paul Chouniat au sujet de cette actualité. Évidemment, l'actualité relative et effectivement à cette attaque kamikaze de Boko Haram. Est-ce qu'on peut avoir cette lecture que vous inspire justement cette attaque de Boko Haram? Oui. Et Somba, vous êtes juriste, c'est important de le rappeler. Lorsqu'il y a des crimes commis comme cela, du point de vue de la loi, certainement il y a un certain nombre de mesures et surtout des directives. Que dit la loi? Peut-être pour cela, avant votre lecture. Et les soldats tombent. Oui, vous savez, c'est des groupuscules islamistes très remuants. Je crois qu'on a eu tort de penser pendant un certain temps que... Pratiquement une année sans action de Boko Haram. Pratiquement un an. Oui, disons que c'est une... oui, ça fait un an, peut-être même plus. On a pensé qu'on avait contenu Boko Haram dans l'extrême nord. Mais le truc, c'est qu'il y a des niches dormantes, ils le font exprès, pour que justement l'ennemi en face, entre guillemets, dont les pays qui sont attaqués, le Nigeria, le Niger, le Cameroun, notamment, et même aussi le Burkina Faso. C'est les pays qui sont confrontés à cette multinationale du crime qu'est Daesh, en fait, avec ses ramifications locaux, qu'on appelle ISWAP en Afrique de l'Ouest et même en Afrique centrale. Donc, c'est des niches dormantes et ils font ça pour déstabiliser l'ennemi et pour faire croire effectivement que l'ennemi les a contenus. Et maintenant, ce qui est pire, c'est qu'ils ont mis en place des outils militaires tellement sophistiqués au point qu'ils peuvent téléguider à distance, n'est-ce pas, des drones qui sont non plus les drones topographiques, parce que nous au Cameroun, on a les drones anciens topographiques qui ne font plus l'affaire. Ils sont même allés jusqu'à utiliser maintenant des drones qui font du renseignement, c'est-à-dire qu'ils viennent identifier les lieux, qu'ils vont frapper peut-être 1 an ou 2 ans avant, et puis ils viennent et ils frappent. Il y a, ce qu'on avait vu, 12 morts. Oui. Et c'est énorme. Je suis très surpris que le pays n'ait pas décrété une journée de deuil national. On devrait, Président. On devrait d'ailleurs, j'ai oublié, on aurait pu observer sur ce plateau au moins 1 minute de silence. Rassurez-vous, on l'observera. On observera cette minute de silence pour honorer effectivement ces morts, ces militaires, ces braves soldats tombés sur le champ de bataille. Un instant d'hommage leur sera rendu sur ce plateau. Rassurez-vous, Président. Voilà, pas pour dire que je vous remercie, pas pour dire que pour eux surtout, parce qu'ils le méritent, c'est leurs époux, leur mémoire et leur famille qui en souffrent actuellement et l'ensemble du peuple camerounais. Donc je pense qu'il faut quand même leur rendre hommage. Ils sont extrêmement braves et courageux. On devrait absolument instaurer dans ce pays, quand il y a un drame aussi patent,
un jour le deuil national. Je crois que c'est le minimum des minimums. Au contraire, on se jeter dans les fêtes d'anniversaire de tel ou tel parti, c'est regrettable. Comme si nos soldats étaient vraiment, comment dirais-je, donnés pour du menu fretin, qu'il y ait 1 mois, 12 mois, 15 mois, 20 mois, ça n'intéresse personne. On se met à danser et à boire parce qu'il y a des anniversaires, c'est tout simplement odieux. C'est les gens qui sont là pour préserver l'intégrité de notre territoire. Et là, aujourd'hui, après ces 12 morts, qu'est-ce qu'il y aura demain? Ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'armée camerounaise, que je soutiens naturellement parce que je suis un patriote, doit revoir ses méthodes. Votre reporter l'a dit, il y a des drones hyper sophistiqués. Il s'agit maintenant de s'arrimer et même de dépasser les instruments de guerre de l'adversaire. C'est une guerre asymétrique, donc il faut prendre les dispositifs adéquats pour affronter justement ces criminels-là. Aujourd'hui, on a très bien vu que le Nigeria a été frappé 2 semaines avant. Oui. Ça ne nous a pas renseigné. Et je rappelle que dans la zone, quand on prolonge un peu en Afrique de l'Ouest, il y a le Bénin qui a été frappé très durement aussi, le 21 de ce mois-ci, et c'est le Burkina Faso qui est très bien préparé, avec des drones TB3, qui a répondu en faveur du Bénin, qui a neutralisé des islamistes, des terroristes, et donc ils ont un peu rétabli la balance. Donc nous, ici au Cameroun, au niveau de l'armée camerounaise, on devrait faire sinon pareil, mais plus que cela. Alors vous êtes un homme politique, président. Oui. Qu'est-ce qui peut expliquer ce retard que nous prenons face à l'ennemi qui ne dort pas? Comment expliquer que les casernes ou encore des postes avancés comme cela, techniquement et logiquement, on s'attendrait à ce qu'il y ait un minimum d'équipement, peut-être des radars pour pouvoir contrôler les vecteurs aériens. Comment expliquer qu'une base comme celle-là, un poste avancé, ne puisse pas avoir ce type d'engin? Est-ce qu'il y a une négligence de la part des pouvoirs publics? Je pense que, d'une part, je pense qu'il n'y a pas assez de prise de conscience, excusez du peu, mais je suis en train d'observer les faits. Prise de conscience d'un investissement massif dans la défense nationale. Je prends le 1,45. Vous prenez par exemple le cas du Burkina Faso. C'est 486 milliards de budget consacré à l'armée et à la défense nationale. Burkina Faso, c'est un pays qui est évidemment comparable au Cameroun, mais même qui sera en dessous du Cameroun. Bien sûr, le nouveau régime fait tout pour rehausser l'image du Burkina Faso, mais je pense qu'on devrait être, nous, le Grand Cameroun, être quand même à la hauteur de l'affaire. C'est-à-dire qu'on devrait renforcer le budget de la défense, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'époque, on n'est plus à l'époque qu'on appelle de la soumission aux outils extérieurs, aux importations d'armes. Bien sûr, on importe parce qu'on n'est pas encore un pays fabricant d'armes, mais au moins, on devrait être déjà, par rapport à nos équipements, dans la dissuasion, plutôt que dans la soumission. Burkina en est un exemple. Il n'y a même pas 4 ans, c'était encore le régime de M. Kaboré qui était complètement à ras le sol. Aujourd'hui, avec l'arrivée de M. Ibrahim Traoré, mais c'est un pays vraiment qui montre une fulgurance en matière de défense notamment qui est assez épatante. Donc je pense qu'on devrait, grâce ou à cause de ce malheur, prendre les taureaux par les cornes et se dire qu'il faut tripler le budget de la défense. Alors, parlant justement du budget, cette question, vous la répondrez peut-être dans votre prochaine prise de parole. On voit quand même qu'il y a des améliorations dans le budget. La preuve, c'est que les colonels et autres grands cadres de la défense roulent peut-être en Prado et puis d'autres véhicules assez chers. Est-ce que ce n'est pas une façon de renforcer le budget? Vous gardez la question pour tout à l'heure. Vous gardez la question pour tout à l'heure, Président Célestin Djamel. On revient à vous, M. Basile et Togo. Cette attaque, 12 morts, 12 Camerounais, 12 soldats, valeureux soldats camerounais, tombés justement sur le champ de bataille, sur le champ d'honneur. Ils ont donné jusqu'au sacrifice suprême. Alors pour le militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, on a envie de savoir qu'est-ce qui se mijote, qu'est-ce qu'il s'est dit là-bas à la suite de cette attaque? Bon, déjà, cette attaque nous impose 3 attitudes. La première attitude, n'est-ce pas, c'est de présenter les hommages les plus attestés, ces soldats qui sont tombés, et prompt rétablissement à ceux qui sont encore dans les hôpitaux. La deuxième attitude, n'est-ce pas, c'est de présenter les condoléances du RDPC que je reprends sur ce plateau à toute la famille de ces soldats, de leur dire que nous sommes de tout cœur avec eux face à cette peine qu'ils traversent. Et la dernière attitude, n'est-ce pas, c'est de rendre et d'appeler surtout à la mobilisation collective de tous les Camerounais, en s'enlignant derrière le chef de l'État, le chef des forces armées, pour le soutenir dans cette lutte, puisque la Constitution lui donne
la primauté dans le cadre de la sécurisation de notre territoire. Et il faut expliquer le contexte dans lequel le Cameroun s'est engagé dans cette lutte. Il se trouve donc que nous avons des islamistes terroristes qui sévissent dans la partie du nord du Nigeria et qui ont commencé, n'est-ce pas, à exercer, n'est-ce pas, quelques actions terroristes du côté du Cameroun. Fort de cela, et au regard, n'est-ce pas, de ce que la Constitution lui garantit, de sécuriser le Cameroun et de ne pas permettre à ce que le Cameroun perde 1 centimètre de son territoire. Parce qu'il faut reconnaître que l'objectif visé par ces groupes terroristes, n'est-ce pas, c'était d'imposer la charia, dont la loi islamique, et d'imposer, n'est-ce pas, un territoire, un califat, sur le territoire camerounais. Fort de cela, donc, il y a beaucoup d'actions qui ont été entreprises par le chef de l'État, chef supérieur des forces armées. La première action, n'est-ce pas, c'était de capaciter l'armée camerounaise pour pouvoir répondre efficacement à cet acte terroriste-là. Et pour les capacités, il fallait une bonne formation. C'est là où on a eu la professionnalisation au niveau du BI, oui, qui nous a permis efficacement, n'est-ce pas, de repousser, n'est-ce pas, dans le dernier retranchement, la secte terroriste Boko Haram, sans quoi le Cameroun aujourd'hui, notamment au nord du Cameroun, on aurait un califat, n'est-ce pas, de ces sectes terroristes. Alors peut-être pour la précision, il faut rappeler que le Cameroun a plusieurs unités spécialisées. Par exemple, dans l'attaque de Boko Haram, de Woulgo, on note également qu'il y a des soldats du Raza qui sont tombés, il y a les soldats du RAS, le régiment d'artillerie sol-sol de Nkonsamba qui sont tombés, sans oublier également les soldats du BSA, c'est-à-dire le bataillon spécial amphibie. Tout à fait. Donc je continue en disant que après la capacitation, n'est-ce pas, de nos armées, la professionnalisation de cette armée-là, il était important, n'est-ce pas, de les doter du matériel militaire essentiel, parce que vous ne pouvez pas, dans le cadre de cette guerre asymétrique, où des gens se font porter des bombes, se font passer pour des kamikazes, sont prêts à mourir, vous ne pouvez pas lutter, n'est-ce pas, sans les armes. Ces armes-là, c'était des véhicules blindés pour sécuriser, n'est-ce pas, nos forces de défense et de sécurité, ainsi que tous les armes nécessaires, à savoir les drones. Mais justement, parlant des drones, Basile Togo, ce sont les drones qui ont frappé avant qu'un certain appui ne vienne par les combattants. Comment expliquer que dans une base, vous parlez justement de toutes ces mesures qui sont prises par le chef de l'État, les radars sont absents. Aujourd'hui, c'est avec la technologie, on surveille les airs, c'est-à-dire lorsqu'on contrôle les airs, on est sûr qu'on a gagné une partie de la bataille. Il y a un jargon militaire qui dit « qui contrôle les airs contrôle la bataille ». Comment expliquer qu'il n'y ait pas de radar ou encore un tout autre dispositif pour justement se mettre prêt à regarder la progression de l'ennemi? Non, je pense qu'il serait... Est-ce qu'il n'y a pas une négligence? Je pense qu'il serait minimiste de penser que le Cameroun n'est pas doté de radar. Comment expliquer donc la frappe, la surprise? Non, mais c'est une guerre asymétrique. Vous ne savez pas quel mode opératoire a été emprunté, n'est-ce pas, par ces terroristes pour frapper. N'oublions pas que ce sont des gens qui viennent, qui marchent comme nous. Et à un moment donné, ils sortent les armes qui sont soit dans les bobos. Puisque vous le dites, ça nous rappelle justement un propos du président de l'Assemblée nationale qui disait « les Boko Haram sont parmi nous ». Est-ce que vous, qui êtes justement aux commandes, on peut se dire qu'il y a l'ennemi dans la maison? Est-ce qu'il y a le ver dans le fruit? Est-ce qu'il y a des complicités internes? Parce que c'est quand même surprenant, cette attaque, et surtout ce bilan assez lourd quand même. Ce que je sais, c'est que depuis un certain temps, les populations, notamment ceux de l'extrême nord, collaborent, n'est-ce pas, avec l'armée camerounaise, ça les fait, n'est-ce pas, d'éradiquer, n'est-ce pas, ces terroristes-là, sans quoi, n'est-ce pas, on aurait pu avoir plus grave que ça. Par ailleurs, je voudrais dire que, ici, il est important de dire que, dans le cadre de ces résolutions, le chef de l'État avait cité une assertion très forte en 2015, à savoir à menace globale, riposte globale. Ce qui a conduit, n'est-ce pas, à la mise en place, à la réactivation de la force multinationaliste qui avait été créée en 1994 et une nouvelle architecture a été donnée à cette force-là qui a maintenant la capacité d'intervenir, n'est-ce pas, dans tous les États qui sont concernés par la secte terroriste Boko Haram, sans toutefois demander, n'est-ce pas, l'aval du pays tiers. Donc, ce sont des actions comme ça, au niveau diplomatique et au niveau sécuritaire, qui ont permis à ce que nous puissions, au regard du contexte, canaliser, n'est-ce pas, cette secte terroriste-là à sa
juste valeur. Par ailleurs, Monsieur Basile Togo, si vous permettez juste un instant, peut-être que vous allez sortir par là, on se rend quand même compte que l'attaque a eu lieu le mardi 25, c'est-à-dire au lendemain de votre célébration. Du point de vue symbolique, est-ce qu'on peut faire le lien? Non, il n'y a aucun lien. Il y a une de cette célébration à grande pompe qu'il y a eu lieu un jour avant. Il n'y a aucun lien parce que Boko Haram ne se revendique pas, n'est-ce pas, être s'impliquer dans la politique camerounaise. Et je crois qu'il faut faire très attention. Je sais que le président Jammeh a voulu lancer quelques pics pour essayer, n'est-ce pas, de camoufler ou bien alors de décorer, n'est-ce pas, cette fête. Malheureusement, c'est arrivé au moment où on s'attendait le moins. Parce que je suis sûr et certain que s'il y avait eu les informations au préalable, on aurait pu éviter cela. Et c'est là où j'adresse, n'est-ce pas, une demande comme celui du chef de l'État à l'endroit de ces pays frères et amis, qui, entre parenthèses, se disent frères et amis, sur la question du renseignement satellitaire et du renseignement au niveau des drones, n'est-ce pas? Parce qu'il est important de dire que dans ce genre de situation, il est important de savoir exactement, d'avoir une longueur d'avance sur l'ennemi et de savoir où sont situées leurs bases, leurs bases retranchées pour permettre à ce que nous ayons, n'est-ce pas, de manière efficace et de manière durable, n'est-ce pas, des mécanismes qui puissent nous permettre d'éviter ce genre de situation dans nos pays. Et par ailleurs, cela me permet aussi d'interroger, n'est-ce pas, la définition universelle ou bien la définition que l'ONU accorde au terme terroriste. Parce qu'on a l'impression que ce mot est utilisé par des puissances occidentales. Si vous avez lu le communiqué du chargé de communication du MINDEF, on l'aura tout à l'heure. Il dit que, au regard, n'est-ce pas, des actions qui ont été faites par Boko Haram, il se trouve qu'il y a des complicités transnationales dans cette opération-là. Donc, ces pays frères amis qui ont des moyens satellitaires, il est important, n'est-ce pas, de les interpeller sur leur sincérité, sur la sincérité de ces pays frères amis pour résoudre efficacement ce problème. Parce que, j'interrogeais tout à l'heure la définition que l'ONU fait du terrorisme. Parce qu'on a l'impression que certaines personnes tirent, n'est-ce pas, leur essence, n'est-ce pas, de l'existence même du terrorisme, qui peuvent appeler les groupes armés non gouvernementaux, qui peuvent appeler les rebelles. Mais exactement, quelle est donc la définition du terrorisme? Parce que le terrorisme, s'il vient à s'installer dans un pays et il réussit à prendre le pouvoir, comme nous avons vu en Syrie, automatiquement on voit qu'il y a un changement de dénomination qui est accordé. Merci. Et cela nous impose, n'est-ce pas, à nous interroger. Ça rappelle justement ce changement de paradigme, justement, parce qu'il y a quelques années en arrière, le principal, la figure de Pou, aujourd'hui en Syrie, était considéré comme un homme à abattre. Voilà. Il y avait 100 millions de dollars pour la personne qui devait justement le capturer, vivant ou mort, et aujourd'hui il est le président. D'où mon interrogation. Alors on revient à vous. Alex Nguépi, on a vécu cette malencontreuse actualité qui a endeuillé plusieurs familles camerounaises en tant que force, vous avez dit, pas forcément d'opposition, mais de proposition. Comment cela a été vécu? Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a eu une petite négligence? Est-ce que devant cette sophistication des outils ou encore des stratégies de combat de Boko Haram, notre armée a peut-être été un peu, on va le dire, elle n'a pas été prête, elle n'a pas été proactive? D'accord. Ça va être force de proposition. Hein? Oui. Je ne sais pas, nous ne définissons pas non plus. Nous avons un programme politique déterminé. Donc on nous proposons au RDPC. Nous montrons notre programme au roi. Le roi, c'est le peuple. Le RDPC a montré qu'il a échoué, ils ont échoué. Il faut dire que quand on regarde ce qui s'est passé du côté du Nord Cameroun, et je suis surpris de voir l'irresponsabilité du militant du RDPC. À quel niveau? C'est-à-dire qu'ils demandent aux pays voisins, voilà, de pouvoir mettre à la disposition de l'armée camerounaise des moyens de surveillance, des drones, qu'eux, ils sont incapables d'acheter. Vous voyez un peu là comment ça dit qu'ils sont incapables d'avoir des drones, mais ils disent que les autres doivent prendre les drones et mettre à leur disposition. C'est-à-dire que l'attaque a eu le 25, au lendemain de la célébration. Ils ont nommé, je pense, les membres du comité central, un commandant au 6000, au comité central. Le monsieur t'a fait festoyer.
quand vous devez un militaire au comité central qui fait sa politique, ben ils sont encore festoyés. Beaucoup de personnes ont vu ça comme un message. Bien sûr. Ils ont nommé un capitaine du renseignement au comité central. Non, c'est pas vrai. Ben écoutez, laissez-moi, ne commencez pas. C'est pas vrai. Laissez-moi m'exprimer. Non, le Lamido n'est plus dans les forces de défense et de sécurité. S'il te plaît. On a même pas de 3 ans. On a même plus à l'émission. Quand on le verra, vous allez pouvoir dire cela. Donc, voilà donc que les gens sont en train de faire la surveillance du territoire, en train de prendre des mesures de renseignement. Ils sont en train de festoyer. Et ce sont les pauvres familles qui sont endeuillées à cause de l'incapacité des gens qui sont là, qui ont prêté serment de dire qu'ils vont assurer la sécurité des Camerounais. Mais quand on tue les Camerounais, parce que les soldats sont pas des Camerounais. Alors on vient accuser Boko Haram, oui, c'est normal, on accuse Boko Haram. On vient accuser l'étranger de dire que nous ne nous ont pas aidés. Pourtant, vous avez bien fait de noter que le budget va croissant et qu'on voit des colonels rouler dans des grosses cylindriques. Alors hier, quand même, ce n'était pas le cas. On se souvient que pour ceux qui ont bonne mémoire, c'était dans les jeeps militaires que les hauts cas de l'armée roulaient. Aujourd'hui, c'est en Prado, dernière génération. Prado de 100 millions de francs CFA. Et il y a une anecdote justement avec... Et pendant qu'ils roulent avec les 100 millions de francs CFA, nous, ceux-là sont sous-équipés, sont mal équipés. Il n'y a pas d'équipement. Pourquoi quand chaque fois que ces gars se retrouvent à Yaoundé, Douala, ils vont chaque fois faire des interventions dans les quartiers pour avoir un peu de sous. C'est la vérité. Chez moi là-bas, au village, chaque fois on vous dit opération spéciale, vous voyez les gars de l'armée sont là, c'est les gars qui viennent du front. Les gars ont besoin de... comme ça, on arrache les motos de X et Y pour se ravitailler. Parce que les primes sont détruites. Rappelez-vous encore de l'affaire qui a eu lieu à l'est du Cameroun, où le monsieur qui pleurait, qui se plaignait des développements des primes, tout ce qui va avec. Nos soldats sont mal payés, ils sont sous-équipés. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'au XXIe siècle, tous les temps, les drones, je ne parle même pas des drones qu'on peut piloter à 100 km, mais il y a des drones comme l'Ukraine a, comme la Russie utilise. On a vu l'Iran fournir plus de 20 000 drones à la Russie. On a vu la Côte du Nord fournir au moins 10 000 drones à la Russie. Mais un pays, ils sont endormis, on vient, on envoie. Vous allez voir même que c'est un drone rudimentaire qu'ils ont utilisé. Qu'ils ont mis peut-être une grenade, 5-3 drones là, géographique comme topographie comme M. Diamène me disait. Ils ont mis 1-2 grenades. Ils ont vu que les gars n'étaient pas vraiment là. Ils ont envoyé, boum, et les gars ont lancé l'assaut. Et quand les gars ont envoyé ce drone là pour voir la position de nos soldats. C'est parce que c'est défaillant. Et ils viennent encore vous parler, vous montrer que non, on doit les faire confiance. Faire confiance de quoi? Voilà, on se dépouille officiellement. 12 personnes qui sont tuées, 12 familles endeuillées à cause de l'incapacité. Mais ils viennent vous tenir un discours patriotique, ils vont vous faire croire que non, c'est la faute d'Alès Guépi, c'est la faute du président Jamel de Vote, c'est votre faute, alors que c'est eux qui commandent aux forces armées. Donc c'est une honte. Parce que, vous voyez, ici, on a une armée qui a été clochardisée. C'est l'expression utile pour discuter de notre armée. L'armée de terre camerounaise n'a rien. L'armée de l'air n'a rien. Aucun d'eux n'est pas entré à Etoudi. Ils ont tout ce qu'il faut pour protéger Etoudi. Donc l'armée on a conçu l'armée au Cameroun de manière à garder un individu qui est le chef de l'État et sa famille. Et pour vous dire qu'aucun drone, alors nous parlons, si un seul drone tente de pénétrer à Etoudi sera abattu. Donc là, on a tous les moyens de surveillance nécessaires pour protéger. Alors, mais c'est de bonne guerre quand même, non, parce que frapper une présidence de la République, c'est révélé un certain nombre de manquements. Une base, notre armée est frappée. On appelle ça quoi? Ça atteint notre souveraineté. Au même titre que la République. Pourquoi voulez-vous faire que la République soit plus importante qu'une base militaire? Lorsqu'on frappe une base militaire, qu'on les surprend, pas des drones, aussi artisanal, dérisoire qu'on peut sous-entendre, et que les gens viennent vous dire que non, on doit plutôt voir l'expression de terroriste, nos amis voisins n'ont pas fait ceci, n'ont pas fait cela. Mais on se moque de qui à la fin? Mais il faudrait qu'on soit dans ce pays. Il faudrait qu'à un moment, les gens apprennent à être responsables. Parce qu'on ne veut même pas être en train de discuter avec le LDPC de ces questions-là. Les gens qui sont morts, les familles des soldats endeuillés, tués, doivent comprendre que parce que le LDPC a fait un manquement, ils n'ont pas équipé nos enfants qui sont au front. Ce sont nos enfants, nous avons la quarantaine. Ce sont les jeunes soldats.
Alors on a vu l'été 2017, on a vu, je crois, l'été 2021, c'est-à-dire quelques années seulement d'exercice des fonctions, ils sont tombés. Vous allez voir que le plus âgé parmi la paix 25 ans. Ce sont nos enfants qui sont tués là-bas. Et vous allez voir que, mais écoutez, si on avait mis sur pied un système de radar, vous avez dit, on a vu au Tchad dernièrement signer une convention avec Elon Musk. Pour du territoire, à partir du satellite, le Cameroun ne le fait pas. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que tous les pays essayent de donner plus de budget au niveau de l'armée. On ne donne pas de gros budget à l'armée pour que les gens achètent les Prado pour rouler avec. Mais on donne le budget à l'armée pour que les gens puissent avoir l'équipement nécessaire pour barrer ce type d'attaque. Mais eux, ils prennent l'argent, ils vont s'enjailler en Suisse, un peu partout là, et nos enfants sont encore mourir au nord. Et après, on vous dit que non, ça fait des personnes, ils devaient mourir. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, comme ils sont morts là, ils devaient mourir. Ben, j'ai pas envoyé mon fils pour qu'il se fasse tuer par Boko Haram. J'ai envoyé mon fils défendre le Cameroun, défendre la patrie. Et en retour, je paye mes impôts. Je voudrais que mes impôts soient utilement utilisés, que mon fils ait à sa disposition tous les moyens de technologie nécessaires pour pouvoir affronter l'ennemi, de défendre notre territoire camerounais. Mais lorsqu'on l'envoie avec un Kalamikov, une chose qui ne sert à rien, et qu'on laisse et qu'on prend 2-3 soldats en poste là à côté qui ont les jumelles pour voir si l'ennemi arrive, un moment ils sont fatigués. Alors qu'ailleurs, les gars sont dans une salle. Oui. Un centre de contrôle. De contrôle, même dans la base militaire, avec des caméras un peu de partout, même à 20-15 km, si bien que dès qu'on voit une attaque comme ça, paf, on déclenche une contre-attaque. Mais les gens sont là, ils sont endormis, on surprend. Et après, on vient vous dire que c'était Boko Haram. Oui, Boko Haram on doit combattre Boko Haram. C'est une secte, c'est combattue par tous les Camerounais. D'ailleurs, rappelez-vous de l'effort de guerre. Où est-ce que c'est passé? On avait augmenté le prix de quelque chose au Cameroun à l'époque, du carburant, disant qu'on faisait un effort de guerre. Et cet argent est passé où aujourd'hui? Cet argent se trouve entre les mains de quelques généraux. Merci. Alors, Président Célestin Djamène, on a quand même noté que Boko Haram a été repoussé pratiquement à ses derniers retranchements, une action des soldats camerounais qu'il faut saluer. Et d'ailleurs, Boko Haram qui change son modus operandi aujourd'hui avec les drones, est-ce que ça peut expliquer que notre armée a valablement travaillé? Et puis, peut-être Boko Haram s'est rendu compte d'être en sous-effectif, d'où l'utilisation des drones. Est-ce qu'on peut voir la chose comme ça? Bon, sans vouloir disculper la responsabilité de l'armée et du président de la République, chef des armées, parce que l'État aussi a le devoir, comme l'a dit tout à l'heure mon ami Alex, de mettre le budget nécessaire pour davantage mieux équiper nos armées. Il n'en demeure pas moins vrai que je voulais aussi tirer un coup de chapeau au BII, le bataillon d'intervention rapide de l'armée camerounaise. Oui. Parce que je rappelle quand même que j'ai vu tout à l'heure, en rentrant ici, une carte là, sur votre télévision, sur votre écran, qui plaçait Woulgo au Nigeria. Bon, l'opération meurtrière s'est passée au nord-est du Nigeria. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas un territoire camerounais. Tout à fait. Ce qui veut donc dire que le BII a plutôt bien travaillé sur l'encerclement de l'espace territorial camerounais. Parce que depuis un certain temps quand même, il faut dire que Boko Haram dans l'extrême nord a été contenu. Tout à fait. Contenu. Alors je rappelle que là, Woulgo, c'était un poste de force multinationale mixte qui regroupe à la fois le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun. Là, il ne s'agit pas d'épiloguer sur l'endroit où sont morts nos soldats. Il s'agit des soldats camerounais tombés sur le champ de guerre. Est-ce qu'on aurait pu éviter? On aurait pu éviter, mais je rappelle que dans le cadre d'une force multinationale. Maintenant, il faut que ces 4 pays, parce que je considère le Cameroun comme un pays du Sahel, on a une partie sahélienne qui est très importante. Tout à fait. Nous devrions même, si à part arrive aux affaires, on devrait adhérer à l'AES. C'est-à-dire l'Alliance des États du Sahel. Absolument, absolument. Vous serez désormais membre avec le capitaine Ibrahim Traoré. Il y a une dynamique extrêmement panafricaniste que moi j'apprécie énormément. Le Cameroun devrait adhérer à l'AES pour justement conjuguer les forces, pour faire face à ces forces criminelles. Parce que tout seul, même à 4 pays, on n'y arrive pas. Il faudrait donc que dans un temps plus ou moins long, on puisse retenir l'idée que le Cameroun doit adhérer à l'ES. Et même sortir de la francophonie aussi. Et même sortir, comme ce fut le cas tout récemment avec ces États-là de la CIMAC qui sont des îlots de colonies françaises qui se perpétuent. Donc on devrait entrer dans un stade de dissuasion. On est trop dépendant de l'extérieur en matière d'importation d'armes. Tout à l'heure, Alex a évoqué l'Iran, tout à fait raison.
Aujourd'hui, l'Iran est quasiment déjà un pays indépendant sur le plan nucléaire. Oui. Il en manque quelques ogives pour quelques grammes d'uranium pour parfaire cet État, mais ils sont sur le chemin de la Corée du Nord qui est déjà un pays nucléaire. Donc aujourd'hui, on considère qu'il faut réfléchir en termes d'autonomisation et d'indépendance nucléaire de dissuasion. Nous sommes trop dépendants sur le plan technologique. Et c'est là notre faiblesse. Or, les autres en face, notamment dans cette guerre asymétrique, Daesh, l'État islamique et autres, Boko Haram pour le pendant au Cameroun, sont déjà à un niveau technologique très avancé. Ils n'ont quasiment plus besoin de soldats en termes physiques pour frapper. Regardez, avec un drone piégé, de kamikaze, ils ont tué 12 personnes, 12 Camerounais. Vous vous rendez compte? Donc l'État camerounais, avec d'autres d'ailleurs, devait conjuguer leurs forces pour se doter d'armements tout à fait fiables. On dit que tout à l'heure on disait que l'Iran a fourni 20 000 drones à la Russie. Vous vous rendez compte du niveau d'évolution de l'Iran? Ils ont aujourd'hui des missiles balistiques capables d'envoyer des fusées, des projectiles à plus de 7500 km, donc au-delà de Luxembourg, en partant de l'Iran. Et même Burkina Faso est en train de prendre ce sillon-là. Donc, pourquoi ne pas copier les exemples qui fonctionnent? Alors, qu'est-ce qui bloque chez nous? Qu'est-ce qui bloque chez nous? D'abord, la prise de décision de le faire. La volonté de le faire. On n'est pas homme politique ou homme public, on ne s'engage pas en politique simplement pour avoir le pouvoir. Quelle est la vision qu'on a du pays? Quelle est la vision de la défense qu'on a du Cameroun? Est-ce qu'on doit rester permanent sur une question de soumission nucléaire ou d'importation permanente d'armes? Je pense qu'il faut des hommes et des femmes imprégnés de l'idée de doter le Cameroun d'une véritable armée dissuasive, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Même si on importe, il faut un peu d'intelligence. Regardez un peu, il y a de cela 45-50 ans, la Corée du Sud était au pied du Cameroun pour demander des aides pour construire leur armée. Aujourd'hui, c'est le jour et la nuit si on veut comparer la Corée du Sud et le Cameroun. Donc ça veut dire qu'il faut déjà une volonté de s'en sortir, une volonté de doter notre armée de capacités militaires quasiment imparables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Par ailleurs, je considère que nous avons également chez nous un problème, j'allais dire, pour ces guerres asymétriques, de mise en place d'un système comment on appelle ça, de comité de vigilance, de coopération militaire. Ça marche un peu dans le Nozo, mais pas suffisamment à mon goût. Ça a bien marché dans l'extrême nord, mais même dans ces postes de commandement, des postes mixtes multinationales que le Cameroun a décidé de prendre part, de se mêler, il faudrait imposer l'idée que nous devrions mettre en place, avec les populations, pourquoi pas aussi, des renseignements. Au-delà des renseignements technologiques, c'est-à-dire qu'il y a des drones aujourd'hui, Daesh vient de le montrer, on envoie des drones prendre la cartographie d'image, l'imagerie des lieux, et on vient ensuite frapper. Donc il faut avoir des outils technologiques 10 fois plus sophistiqués que cela. Et donc on pêche aussi à ce niveau-là. Donc je considère aujourd'hui que le truc le plus urgent, c'est la prise de conscience du danger qui nous guette et de prendre les décisions adéquates pour que demain, qu'on n'ait plus 10 morts, 12 morts et 20 morts. Merci, donc Président. c'est ça la politique. Merci. La décision de faire quelque chose. Merci, Président. Alors, Basile et Togo, quelles leçons tirées de ces attaques de Woulgo qui ont mis sur le carreau 12 de nos brillants soldats? Bon, déjà, je voudrais rappeler aux uns et les autres que, sauf mauvaise foi, depuis la première attaque de Boko Haram en février 2013 jusqu'à date, et je le redis encore, ils n'ont pas pu instaurer un califat au Cameroun. Le Cameroun n'a perdu aucun centimètre de son territoire. Oui. Et ceci, c'est mettre à l'actif non seulement des forces de défense et de sécurité, mais à la hiérarchie militaire pour les moyens qui ont été mis à la disposition. Ces moyens sont multiformes, on ne va pas les citer ici. Vraiment, ce serait une insulte de dire que l'armée camerounaise n'a pas de drone. Vous avez vous-même couvert des émissions où on voyait des tableaux. Ça dépend de la nature des drones. On a dépassé la drone topographique. Il s'agit d'aller un peu au-delà et d'acquérir des drones sophistiqués. Attention, on n'a pas dit que le Cameroun n'a pas de drone. Il ne faut pas déformer ce qu'on a dit non plus. Alors, allez-y, revenez. Je le dis, justement il serait de mauvaise foi. Oui. Moi, j'appellerais même ça de la sorcellerie. Ah, la sorcellerie. De penser que le Cameroun n'a pas de drone. Je le dis, je le redis. Personne ne l'a dit.
Alors, vous avez la parole, justement, vous continuez. Justement, vous continuez. Le modérateur. De toutes les façons, il ne vous interrompt pas. Vous avez la parole. C'est pas monolithique. Vous avez la parole. C'est pas mon temps de parole. Voilà. Alors, président, vous empêchez de parler. Président, préciser une idée. Vous empêchez de parler. alors, on revient à vous. Soyez quand même poli. Nous sommes en démocratie. On est en débat. Nous sommes en démocratie. On peut pouvoir préciser. La démocratie voudrait aussi qu'on respecte le temps de parole de l'autre. Alors, le débat, ce n'est pas la dictature. Non, pas du tout. Alors, président, empêchez de Pas parler. du tout, pas du tout. Vous m'empêchez de parler. Président Célestin, j'ai pas de précision. D'accord, c'est suivi. C'est suivi, président. C'est suivi, président. Alors, on revient à vous rapidement. Vous n'êtes pas le modérateur. Président, c'est suivi, président. Vous n'êtes pas le modérateur. Merci beaucoup pour cet élément. Modérateur qui peut me recadrer. Merci pour cette précision, président. Alors, on revient à vous. Je n'ai pas besoin de votre précision. Monsieur Basile Togo, mais moi je précise. Basile Togo, on revient à vous. Vous parlez justement de la mauvaise foi. Non, on va parler de cela. Justement, alors on reste concentré. C'est léger, c'est tout léger. Vous l'avez dit, on reste concentré. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Quelles leçons retenir pour sortir de ceci? Parce que justement, ce sont des familles qui pleurent leurs membres aujourd'hui. Lorsque je l'ai dit, je réitère. Oui. Le Cameroun a suffisamment d'éléments pour se défendre. Oui. Et nous l'avons vu, ils n'ont pas pu installer 1 centimètre carré dans notre territoire. Ils ont été repoussés. Et vous avez magnifiquement dit tout à l'heure de toutes ces corps spécialisés qui ont permis à sécuriser le Cameroun. Et ça ne se fait pas avec des dents. Sans oublier qu'il y a eu un travail de fond qui a été mené par le génie militaire. C'est un travail de fond qui a aidé à mettre sur pied des tranchées pour tenir l'ennemi à distance. On ne va pas venir ici dire ce que le Cameroun en termes de matériel possède pour la sécurisation de ce pays. Tout à fait, c'est important de le faire dire parce que c'est tellement stratégique qu'on ne doit pas exposer notre État. Il ne faudrait pas que les ennemis sachent quels sont les éléments sur lesquels nous nous appuyons, n'est pas pour défendre notre territoire. Tout à fait, c'est suivi. Monsieur Basile, lorsque je l'ai dit, oui, en 30 secondes s'il vous plaît. Je continue en disant que je suis d'accord. Dans cette guerre asymétrique, il faut associer, n'est-ce pas, ceux qui fabriquent les armes. Le Cameroun ne fabrique pas les armes. Mais et aucun pays africain ne fabrique les armes. Ça pose un problème. Même en Russie. Alors, même en Russie. Vous permettez Russie aujourd'hui, qui a toutes les armes nécessaires, qui a tous les appareils de surveillance. Mais cela n'empêche pas que les drones ukrainiens puissent frapper en profondeur. Ne soyons pas naïfs. Ne venons pas faire la politique politicienne sur le prisme de ce que étudier, protéger notre... Non, il faut faire très attention à ce qu'on nous dit parce que ceux qui nous écoutent, ça donne l'impression que l'État ne fait rien pour les populations. Non, l'État fait énormément pour les populations, pour sécuriser les populations. Et nous avons eu un cas précis dans le cadre de l'implantation et des objectifs de Boko Haram sur notre territoire. Ils n'ont pas pu. Personne ne peut me dire une zone qui est contrôlée par Boko Haram. Alors là, au Cameroun. Et sur ce point-là, on doit être d'accord, on doit respecter les forces de défense de sécurité. Merci. Et ils vont venir les faire injure sur le fait qu'ils descendent au quartier, commencent à raqueter les gens. Moi, je ne serais pas d'accord avec ce genre de. Merci, Basile Togo. Alors, quelles leçons tirer? Parce que là, justement, le temps nous tient un tout petit peu à la gorge. Quelles leçons tirer, Alex Guépi? D'abord, Basile Togo n'est pas le maître de conseil qui que ce soit. Il n'est pas plus camerounais que nous. Il n'aime pas l'armée camerounaise que nous. Il ne faut pas qu'il pense au fait qu'il soit du NDPC, qu'il soit parti au pouvoir. L'armée les appartient. Il faut respecter l'armée camerounaise. Alors, tout à l'heure, Basile Togo, tout à l'heure, vous parlez justement de ne pas interrompre. Alors, on va respecter le temps de parole de chacun. Voilà un principe. C'est très grave. Voilà. Mais vous l'interrompez pourquoi? Le respect. Vous l'interrompez. Basile Togo. Vous l'avez interrompu. Basile, président, c'est bon, président. Vous fixez un principe que vous le respectez. Alors, justement, président, c'est bon. On va quand même rester courtois. Non, je suis courtois. De toute façon, je suis courtois. Je n'ai pas respect. On le sait tous, on le sait tous, vas-y. Je n'ai pas évoqué sur la prise de parole de quelqu'un. C'est bon, c'est suivi. Mais par ailleurs, c'est suivi. Il faut que le sache. Alors, le respect des règles fixées, tout à fait liberté. Non, c'est tout à fait normal. On revient à vous. Alors, vous parlez justement de. On parlait des leçons. Quelles leçons tirer de cette affaire? Donc, M. Basile Togo, qui est un ami, n'est pas plus camerounais que vous et moi. C'est suivi. Il n'aime pas l'armée camerounaise plus que vous et moi. Il n'a pas à cœur l'amour de la patrie plus que vous et moi. Je ne sais pas de quel droit est-ce qu'il pense qu'il va donner des leçons sur son parti au pouvoir, du Cameroun. Je ne sais pas. Une illusion. Ces zélés-là, où est-ce que ça sort? Parce que quand c'est le point, il doit y avoir un petit peu plus camerounais qu'Alex Guépi que vous. Alors, si on revient maintenant à la question, oui. Alors, je vais lui dire, oui. Il dit qu'on ne doit pas laisser croire au quartier qu'on ne fait rien. Mais vous ne faites rien pour la population.
Les gens, 12 Camerounais sont décédés là-bas par cause de votre incompétence. Acceptez. Mais vous ne voulez pas qu'on vous le dise pourquoi? On va vous caresser pour le dire. Et le pire, même quand il y a un décès, non, même pas, ils vont mourir comme ça, on va te prendre 1,5 million de la famille. Hein. Il n'y a aucun programme de suivi des veuves pour ceux qui sont mariés. Il n'y a aucun programme de suivi des orphelins. C'est-à-dire que ces combattants qui sont tués ont des enfants qui vont à leur charge. Ils n'ont mis aucun programme qui permet que ces enfants puissent être scolarisés jusqu'à un certain âge. Il n'y a rien. Ils sont morts cadeaux à cause de vous. C'est ça la réalité. Quand vous le dites que non, on ne doit pas dire ceci, on ne doit pas dire cela. Mais c'est la réalité. Allez-y, faites un reportage. Faites une investigation. Alors, surtout les soldats, permettez-moi, oui. c'est important. Oui. Je ne suis pas dans politique. Surtout les soldats tombés au Cameroun depuis 2016, que ce soit Nouzo ou bien par Boko Haram. Faites ce qui est devenu leurs femmes, leurs épouses, leurs enfants. Ceux-là qui ont servi pendant 2, 3 ans, 5 ans. Vous verrez que ces enfants-là, la plupart sont des mendiants, mendiques, parce qu'il n'y a aucun programme d'accompagnement, aucun programme social, aucun suivi. Je vous dis, je réitère que c'est tout ce qui est gardé. Aucun drone, pas ça tout dit. Même le billet, quand on dit que le billet est équipé, le billet qui est équipé, ce billet qui soit étudié. Mais ceux qui sont sur le terrain. Alors, rappelons qu'à Étoudi, nous avons la garde présidentielle. Oui, et le billet a plusieurs fois, le billet aussi. Je vous dis, la garde présidentielle, c'est très équipée. Mais ceux qui vont sur le terrain là, l'armée régulière, la preuve c'est que dernièrement, on a eu à envoyer un corps du billet d'armée régulière, ils ont refusé d'y aller. Et ils ont dit que non, l'armée régulière n'a pas d'équipement. L'armée camerounaise même, qu'on appelle armée régulière, qui a le plus grand nombre d'effectifs, allez-y voir les équipements. C'est eux qui sont facilement tués partout, parce qu'ils sont mal équipés. Quand on vous le dit, c'est pour vous aider à améliorer. Au lieu d'acheter les véhicules de 32 millions, 35 millions d'un sous-préfet, nous vous disons acheter les motocyclistes, les motos dans les zones reculées, s'ils sont à l'ouest, s'ils sont au sud, et acheter des pick-up d'occasion de 5 millions de francs CFA. C'est quand même le reste, pourquoi? C'est une autorité administrative qui a besoin de contrôler son territoire. Non, ça veut dire quoi? Contrôler quoi? Quel parent qui contrôle le territoire? La mer là, pourquoi? Est-ce que vous savez? On se parle là, on se parle là. En 30 secondes, justement, 30 secondes. Comme vous savez que là, à Banga, hein, il n'y a pas de véhicules de surveillance. Les postes de gendarmerie n'ont pas de véhicules, à peine 1 ou 2 véhicules. Vous savez qu'il y a plusieurs arrondissements ici là, les gendarmeries qui n'ont pas de véhicules opérationnels. Merci, donc, merci, c'est suivi comme solution. 30 secondes, Alex. Solution, oui. On ne va pas être blanc. Il faudrait que le LD comprenne que l'équipement militaire est une économie. On peut développer un pays à partir de l'armée. Le simple fait que vous serez à mesure de produire les habits, les tenues militaires, vous pouvez les revendre à d'autres États. C'est déjà un moyen de dissuasion que vous avez, économique. Même les chaussures, vous importez. Même les casques, vous importez. Donc il faudrait qu'ils pensent déjà à équiper notre armée, à commencer à mettre sur pied des mécanismes de production des équipements militaires nationaux. C'est-à-dire qu'au niveau du Cameroun, on commence par produire, ça donne des couteaux. Je ne sais pas, je ne connais pas trop le nom des équipements. Le minimum là, qu'on sent au Cameroun dans telle localité, ce que l'armée utilise, si pas nous utilise un couteau ou bien c'est par quoi, matraque, que c'est produit au Cameroun. Merci. Ça va créer de l'emploi. Merci, Alex. Merci, Alex. Dans ce programme-là, ils pourront dire que les enfants, les femmes de ceux qui sont tombés au combat, c'est elles qui auront la priorité de l'emploi. Par exemple, c'est une proposition. Alors c'est une idée peut-être que ceux qui nous suivent à l'instant pourront mettre en exécution. Et justement, nous le disions, leur mission était de protéger le pays d'une quelconque, on va le dire, d'une quelconque attaque étrangère. Dans les airs, sur les mers et sur terre, ces vaillants soldats camerounais travaillaient au quotidien avec bravoure, force et abnégation. Quelquefois, dans l'exercice de leur travail, ils croisent la faucheuse déguisée en Boko Haram ou autres terroristes ennemis de la nation sous les balles de qui ils tombent non sans douleur mais avec le sentiment d'avoir rendu un service à la nation, qu'ils soient tombés au Nozo, à Kerawaya, à Wadza, à Amchide, à Kolfata, à Bakassi ou même à Wolgo. Leurs âmes s'envolent et leur esprit marqué par leur valeureux combat justement sur cette terre des hommes. Leurs femmes sont veuves, leurs enfants orphelins, leurs amis frères, les connaissances en peine du fait de leur départ, mais chaque soldat, dans un mantra qui est le leur,
a certainement chanté comme pour banaliser la mort, conscient qu'il croisera cette mort tôt ou tard. Oh papa, faut pas pleurer, oh papa, s'il m'arrive de mourir au champ de bataille, ne pleure pas, nous nous reverrons, disent-ils, dans des chants galvanisateurs qui résonnent chaque nuit noire dans les centres d'instruction. Avant que la terre de tes ancêtres ne se referme sur toi, brillant soldat tombé au front à Woulgo et ailleurs pour ton pays, le Cameroun, nous fredonnons à ton hommage cet hymne ultime aux soldats inconnus, aux morts. De retour sur ce plateau, après cet hommage, ce bel hommage rendu à nos forces de défense qui sont tombées pour la défense de la patrie une fois encore, toute la rédaction de Balafon se joint à moi pour souhaiter toutes nos condoléances aux familles éprouvées dans ces attaques de Woulgo ou même d'autres attaques perpétrées par le Cameroun. C'était une transition, mesdames, messieurs, nous parlerons d'une autre thématique, tout à fait autre chose à présent. Cet élément, notamment, qui renvoie à cette grande célébration, cette célébration en grande pompe que l'on a vécue il y a quelques jours, c'était lundi dernier, 24 mars, le RDPC a 40 ans. Le parti du 24 mars 85 à Bamenda célébrait donc 4 décennies. Avec vous, Basile Etogo, alors 40 ans au service de la nation, 40 ans à la tête de l'État. Est-ce qu'on peut faire peut-être un bilan? Si la question était posée de cette façon, est-ce qu'on va dire que c'est 40 ans de gestion claire, obscure ou alors de clair-obscur? Au regard, n'est-ce pas, de la confiance que nous avons toujours vis-à-vis du peuple camerounais, qui n'a jamais de cesse d'accorder leur choix aux différents candidats du RDPC, que ce soit l'élection présidentielle, législatives municipales, sénatoriales, les élections régionales. On peut dire que le contrat social que nous avons avec le peuple. Vous convoquez Jean-Jacques Rousseau du contrat social. Ce contrat social tient bon. Malgré les péripéties, il faut le dire, conjonctuelles et les opportunités conjoncturelles. Pour faire le bilan d'une organisation comme le RDPC, je pense qu'il faut commencer à partir de ses objectifs, de ses missions. Quand vous prenez l'article 2 des statuts du RDPC, c'est clair. Le Parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a pour but de rassembler, de mobiliser les populations du Cameroun en vue, 2 points, de consolider l'unité, l'intégration et l'indépendance nationale, de promouvoir un système politique démocratique, de développer et de sauvegarder les libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration des droits de l'homme ainsi que dans la Constitution et bien d'autres choses. Je vais m'arrêter sur ces 3 pans-là. Et il y en a au moins une dizaine des objectifs et les missions du RDPC. Si je prends le cas de la consolidation de l'unité nationale et de l'intégration de l'indépendance nationale, je pense que c'est un acquis. Malgré, n'est-ce pas, quelques égarements d'hommes politiques qui estiment que pour atteindre les objectifs d'accession au pouvoir, il faille mettre en mal l'unité nationale en examinant ou bien en mettant en exergue le tribalisme, par exemple. Mais on dit généralement que c'est au sein du RDPC qu'on a fabriqué le tribalisme, c'est ce qu'il se dit. On dit généralement. Bon, vous allez comprendre donc que c'est une fuite en avant. Parce que, souvenez-vous que le chef de l'État, son excellence Paul Biya, lorsque nous perdons l'élection législative municipale en 92, en faveur de l'opposition, on avait 88 députés,
il a fallu faire une coalition avec le MDR. Vous avez acheté les 6 députés restants. Alors, Président, vous allez prendre la parole tout à l'heure. 14 députés. Et pour qu'on ait semblable, une majorité relative. Depuis 1992 jusqu'à date, le RDPC a toujours composé avec l'opposition camerounaise, notamment avec ceux qui veulent travailler pour bâtir un Cameroun. Les partis alliés? Les partis alliés, on a l'UNDP qui a après a rejoint. Mais est-ce que ces partis, on peut se dire que ces partis ont rallié ou encore sont alliés au RDPC, peut-être pour des raisons objectives ou alors pour des raisons subjectives à la recherche d'une pitance quotidienne? Non, moi je ne verrais pas ça de cette manière. Moi je vois plutôt que dans le but, n'est-ce pas, d'apporter sa contribution à l'édifice Cameroun. Chacun vient avec, n'est-ce pas, sa vision, son implémentation. Chaque parti politique a une idéologie, a une ligne. Il y a certains qui sont socialistes, certains qui sont libéraux, certains qui sont ultra-libéraux, certains qui sont centristes. Oui. Mais sauf que lorsque vous venez dans une coalition, vous essayez, n'est-ce pas, de discuter sur les thématiques, les TDR que vous allez adopter ensemble. Et ce point, le RDPC a réussi ça face à une opposition qui peine, n'est-ce pas, à trouver ne serait-ce qu'un consensus au niveau idéologique ou bien un consensus sur la manière dont l'État va être géré. Nous voyons ça jusqu'à aujourd'hui. Le RDPC, parti au pouvoir, a réussi, n'est-ce pas, cette coalition des partis politiques jusqu'à aujourd'hui au niveau de l'opposition. Je reviens sur le deuxième élément, la promotion du système démocratique. Alors vous sortez par là. Aujourd'hui, la démocratie est une évidence. C'est une évidence. Alors vous en félicitez au Cameroun, par exemple. En 1990, on avait la majorité à l'Assemblée nationale. Puisqu'on l'a perdu en 92. En 92, on avait la majorité. Mais il n'a pas manqué que la plupart des lois qui puissent nous permettre, n'est-ce pas, d'être libres. La loi sur la communication sociale, la loi sur la liberté d'expression, la loi sur la création des partis politiques et des associations, l'ont été en 1990, lorsqu'on avait la majorité à l'Assemblée nationale. D'accord? Donc, sur ce point-là, je pense que c'est à mettre à l'actif du chef de l'État. Même si certains veulent utiliser, n'est-ce pas, des syllogismes pour éviter, n'est-ce pas, que... Mais l'histoire est têtue. Voilà. L'histoire retiendra que en 90, le chef de l'État était déjà président de la République et que c'est en 90 que la plupart des libertés ont vu le jour. Alors, on va revenir à vous, vous permettez, on va revenir à vous. Président Célestin Djamel, vous êtes membre d'un parti politique, leader d'un parti politique à part. On tient quand même à rappeler un certain nombre de choses qui ont été produites par le RDPC. D'ailleurs, il se dit dans le RDPC qu'ils ont apporté la démocratie. D'ailleurs, Basile Etogo le dit encore. Au Cameroun, aujourd'hui, on peut se mettre sur un plateau de télévision comme celui-ci et parler sans en être forcément inquiété. Il se dit également au sein du RDPC que ils ont apporté une sorte de démocratisation de l'école. Aujourd'hui, pratiquement chaque village a un établissement. Aujourd'hui, chaque village a un lycée. Aujourd'hui, pratiquement toutes les 10 régions du pays ont une université d'État. Alors, le RDPC s'en félicite. C'est ce qu'il se dit. Qu'est-ce que vous dites de cela? Tout à l'heure, j'ai écouté avec beaucoup de peine M. Togo. J'aimerais pas être à sa place. Pourquoi? Parce qu'il s'est livré un exercice assez compliqué. Mais il est contraint de le faire. Il est militant du RDPC, il a une certaine discipline de parti à observer, malheureusement. Il a lu de manière très indigeste quelques manifestes slogans du RDPC, ce qu'ils auraient apporté au pays, etc. C'est terrible. Le RDPC, c'est un désastre pour le pays. Ils sont au pouvoir depuis 42 ans. Qu'est-ce qu'on a? On a jusqu'à, quand on voit dans l'extrême nord des gens qui vont s'abreuver dans les rivières, au même endroit que des bêtes, que des vaches, pour boire. Vous appelez ça quoi? Vous appelez ça quoi? Nous sommes dans la barbarie la plus totale. Donc moi je dis ceci. Aujourd'hui, quand on fait le bilan de ce parti n'est pas vraiment un parti. D'aucuns disent parti-État, mais pour moi c'est de l'administration. C'est un parti qui n'a pas de militants, qui n'a que des adhérents. Quelle est la différence? La différence, c'est qu'un militant, il se bat pour des idées, pour une cause, pour faire avancer le pays. Il y a des adhérents là-bas, c'est-à-dire que des gens qui sont souvent cooptés par le haut, des fonctionnaires et des élites, c'est un parti élitiste, si j'ose dire, qui sont pris, les ministres, ils sont bombardés, membres du comité central, membres du bureau politique, etc. Et puis vous avez des gens qui sont, entre guillemets à la base, qui sont habitants éternels, puisqu'ils n'ont pas de parapluie ni de godasse, effectivement. C'est un parti d'élite, mais qui n'a pas de cause à défendre.
Bien sûr qu'on fait souvent allusion au libéralisme communautaire de M. Sengwako attribué au président actuel du Cameroun, mais en vérité, c'est d'une, je dirais pas c'est d'une vacuité, mais ça n'a jamais été implémenté sur le terrain, vous comprenez. Parce que si on appliquait quand même le libéralisme communautaire, on s'en sortirait un peu plus, parce que ça correspond au développement autocentré d'Aïdjo, son prédécesseur à l'époque, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, quand on parle de lycée, forcément, après 55 ans, il y a forcément, fatalement, plus de lycées. Mais le niveau a horriblement baissé. Quand on voit nos enfants écrire, mais ça a crevé de rage. C'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent même pas ni la langue anglaise ni la langue française. Car le niveau, les universités, il y en a peut-être 2 qui sont virtuelles. Elles sont créées sur le papier, mais physiquement, les bâtiments comme en Marois qui n'existent pas. Vous comprenez? Donc c'est extrêmement grave. L'éducation a foutu le camp. Quel est le budget de l'éducation? Peanuts. Quand on sait qu'un pays comme nous devrait plutôt avoir l'ambition de se doter d'une autonomie dans sa politique éducative, je trouve ça quasiment impensable de livrer nos enfants encore des programmes qui sont quasiment inspirés de la France. C'est extrêmement grave. Il y a des gens, des élèves dans notre pays qui connaissent mieux l'histoire française, ou en tout cas américaine, étrangère, que l'histoire camerounaise. Vous allez demander à un enfant quels furent les combattants pour l'indépendance du Cameroun, ils ne pourront pas vous en citer 2 en terminale. C'est extrêmement grave. La dernière fois, j'étais à Princoa, à Yaoundé. J'ai vu les enfants de classe de terminale et je leur demande qui est le Premier ministre. Ils ne savent pas. Qui est le ministre de la Justice. Ils ne savent pas. Ils ne parlent même pas des indépendantistes. Donc, classe de terminale au Cameroun, on parle de quel lycée? Des coquilles vides. On parle de quel lycée? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je vous épargne même le fait que certains diplômes sont donnés à 7, 8 de moyenne, parfois. C'est extrêmement grave. Donc, nous sommes là aujourd'hui dans un État qui, en fait, nous a fait croire qu'on arrive en démocratie. En fait, Mitterrand a imposé la démocratie dans plusieurs États francophones, africains francophones, en 90. Il a contraint les chefs d'État satellites à proclamer la démocratie. Mais on est resté dans l'esprit du parti unique, en vérité. Le RDPC, c'est un parti unique dans le multipartisme de façade, en vérité. Parce que tous les comportements, les libertés votées en 90, comme il dit, en vérité, la liberté de bavarder, comme sur la télévision. Mais tentez donc de déclarer une manifestation, quand vous êtes un parti d'opposition, c'est 0 pointé. Clair et net, précis, je l'ai vécu moi-même. Voilà la réalité du terrain. Pas venir brosser un décor qui n'existe que de manière virtuelle, de manière fantasmagorique. Ça n'a pas de sens. Donc je dis ceci. Aujourd'hui, si les élections demain sont libres et transparentes, n'est pas sûr que l'opposition, que le RDPC ne serait pas dans l'opposition. Alors, je vais vous poser la question de s'il y a une condition. Vous estimez que les élections n'ont jamais été transparentes au Cameroun? Vous avez évoqué l'élection de 92, où l'opposition a gagné. Mais c'est vous qui le dites. L'opposition a gagné, non, il a dit 88 voix, il a dit 88 voix. 92 voix pour l'opposition et 88 pour le RDPC. Donc pour que le RDPC puisse atteindre la majorité, il a pris quelques partis communautaires, comme l'ANDP, l'UNDP et machin truc, l'UNDP, pour essayer de remplir, n'est-ce pas, le gobelet, la bassine, et puis faire basculer ce genre dans la majorité présidentielle. Sinon, c'est l'opposition qui gouvernait à cette époque-là. Alors évidemment, moi je condamne à perpétuité sur le plan politique M. Belbouba qui a vendu l'opposition en 92, et s'en est suivi évidemment M. Dakole Dassala, M. Kodor Augustin qui ont des strapontins au gouvernement. Alors voilà. Beaucoup de personnes disent aussi qu'en créant votre parti, vous étiez peut-être dans cette logique d'avoir vous-même une petite portion de pouvoir ou encore un poste... Non, je vous parle des faits. Alors c'est ce qu'il se dit. Hein. Non mais il se dit sur quelle base? Moi je dis sur des bases réelles. La NDP, l'UPC de l'époque, l'UNDP ont eu 92 voix. Nous avions la majorité pour gouverner. Donc le Premier ministre serait issu de rang de l'opposition. Pour des raisons de pense, des raisons alimentaires, ils ont choisi de sacrifier l'honneur du Cameroun pour leur intérêt personnel. On appelle ça majorité présidentielle des alliés. Des partis communautaires du village, on appelle ça des alliés. Mais où est l'horizon du FSNC de Chiroma? Peut-être une partie de Garoua. Où est l'horizon de M. Belbouba? Peut-être une partie de l'Adamawa, de Ngaoundéré, etc. Où est l'horizon de l'ANDP, Moustapha, machin? Alors, franchement, quand on parle d'alliance, l'alliance est sur un programme de gouvernement. On a fait un deal, M. Belbouba est ministre d'État à vie. Il a sillonné je ne sais pas combien de ministères. Et voilà ce qu'on sert aux Camerounais. Pendant qu'ils n'ont pas l'accès à l'énergie.
à l'eau potable minimale, qui n'ont pas accès à un travail décent. Plein d'enfants à 40 ans vivent chez leurs parents. C'est une réalité. C'est une réalité. Les routes, au point que le DGSN lui-même a dénoncé l'état des routes. Il a fallu que le fasse. Moi, j'ai fait l'axe récemment, la nationale numéro 3, entre Bekoko et Konsamba. Numéro 5. Numéro 5, pardon. Ils ont bouché un peu, ils ont mis du replâtrage, quelques bétons, etc., jusqu'au niveau de Mbanga. Encore qu'entre Mouyouka, le péage de Mouyouka et Mbanga, c'est pas encore terminé. Et parce que le DGSN est monté au créneau. Donc, les routes, alors les poubelles, Yaoundé, capitale politique du Cameroun, vous avez vu récemment, mais c'est une horreur absolue. Voilà le bilan du RDPC. Une ville poubelle, et pire, c'est la capitale politique du Cameroun. Mais est-ce qu'au sein de l'opposition, on ne noircit pas tellement parce que Non. Vous savez quand même la sortie de ministre qui a dit, mais vous parlez de poubelle, je n'en vois pas, je viens à Yaoundé, je ne vois pas. Il doit émettre des regrets aujourd'hui parce que tout le monde voit qu'évidemment Yaoundé est réellement une ville. Voilà. On revient. Voilà, Parce que justement, le ministre. Je n'invente rien. Le ministre avait dit qu'il ne voit pas de poubelle, vous parlez des trous à Yaoundé. Il n'y a pas de trous à Yaoundé. Il vient un peu dans l'imaginaire. Voilà la réalité. Alors, voilà la réalité. Célestin Djamel, on revient. Ne viennent pas nous raconter des histoires. Voilà le bilan du RDPC. On revient à vous dans un instant. Alex Nguépi, on a vu une célébration en grande pompe et d'ailleurs la thématique elle est fort intéressante. Tenons-nous prêts derrière le président Paul Biya à relever le défi de la victoire nette, transparente et sans bavure du candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Est-ce que ça vous fait peur quand même? Fait peur de quoi? Je vous ai dit que le troisième président du Cameroun sera aussi. En quelle année, en quel horizon? Ça peut être en 2025. En 2025. 2025. Et pour nous, Paul Biya est le meilleur adversaire. Est-ce qu'il y a quelques indicateurs qui permettent quand même de voir cette élection? Permettez-moi de poser une question. Oui. Paul Biya est le meilleur adversaire que nous puissions avoir. C'est du pain béni. Parce que je ne vois pas un Camerounais conscient, un Camerounais prendre le butin pour le mettre dans l'une. C'est impossible. Si en 3 ans, 4 ans, M. Biya n'a plus rien fait, ce n'est pas après ça qu'il a fait quelque chose. Dans nos belles routes, hein. Son passé, son futur est derrière lui. M. Biya ne vit plus pour quelque chose, il vit l'attente seulement. Vous savez, quand dans un âge, on peut dormir le matin, on ne se réveille pas, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Même souvent que ce n'est pas un programme politique, mais c'est normal. Il a depuis 62 que ce monsieur sert le Cameroun. Un moment, aidons-le à se reposer, il faut qu'il aille se reposer. Depuis 62, ça fait 63 ans qu'il ose faire, qu'il sert le Cameroun en tant que haut commis de l'État. Haut commis de l'État. Ça fait 63 ans qu'il mange sur le dos du contribuable. Ses petits-enfants sont au chômage. C'est-à-dire qu'il est là, il est toujours en fonction, mais ses petits-fils sont au chômage. Est-ce que c'est normal? À un moment, après, on a lui dit la vérité. On peut encore excuser un président qui a été président de la République et qui a un arrivé à être président pour dire que bon, on va essayer. Mais quelqu'un qui a tout fait, qui a tout eu, le Cameroun, là, tout eu du Cameroun, il a été broussé l'État du Cameroun. Il dégrève au pouvoir, première chose, il chasse, il retire les bourses. Première chose, c'est un crime économique. Alors, vous parlez tout à l'heure, par exemple, d'aller se reposer. Est-ce qu'on va dire que le SDF a donné quand même des leçons? Parce que chez vous, le président Nidjon Fundi, de son vivant, il était encore là lorsqu'il a passé la main. Je crois aussi. Oui, non, mais dès 2018, qu'il n'était plus candidat, il s'est retiré. 2016, qu'il a annoncé. Dès 2016, il a dit, moi, je ne serai plus dans l'histoire là. Et lorsqu'on a le congrès en 2023, un an avant sa mort, quelques mois avant sa mort, il avait dit qu'il ne serait pas. Il laissait sa candidature pour les élections présidentielles du Cameroun et peut-être du parti. C'est aussi ça. Qu'est-ce qui empêche à M. Poubelle de passer la main? Il a déjà passé la main à lui. Pourquoi est-ce qu'il est égoïste comme ça? Il est égocentrique, il pense qu'à lui, il n'aime pas le peuple camerounais. Voilà les gens qui sont morts. Il n'a même pas répondu un communiqué. Mais quand les gens décèdent en Turquie, il envoie les dons, ils sont les communiqués. Mais comment c'est possible? Voilà 12 soldats qui sont, 12 Canadiens sont décédés là tout récemment. Vous avez communiqué pour bien? Le ministère de la Défense a communiqué. Non, s'il te plaît. Le ministère de la Défense, c'est un démembrement de la machine gouvernementale. S'il te plaît. Ce n'est pas le chef des armées, le chef des armées, c'est le président. C'est plein de Et le ministre de la Défense, comme on sait, n'est pas habité à ce moment. Il est délégué. Au Cameroun, le peuple public est le ministre de la Défense. Il faut qu'on le dise au Camerounais. Ouais. Ministre délégué. Il est délégué.
Et d'ailleurs, voilà d'ailleurs le communiqué que nous avons en image, le ministère de la Défense communique. Je dis bien, c'est le ministre délégué. Oui. Le ministre de la Défense est le président Paul Biya. Il n'a jamais de même ministre de la Défense. Alors, c'est vrai que nous avons exactement 4 minutes avant la fin de l'émission. Oui. On va se les repartir comme suit. Vous avez, parce que vous avez la parole, vous la gardez pour 1 minute. On va sortir. Non, on va sortir. Alors, Basile et Togo, c'est comme, en tout cas, une description qui vient d'être faite. Mais comme nous le disions, est-ce qu'on peut se réduire aujourd'hui au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, de tous les efforts qui ont été faits? On parle, entre autres, des écoles qui ont été créées pratiquement partout, les universités qui ont été multipliées. On parle entre autres, mais il demeure quand même des problèmes sérieux. La route, ça ne suit pas toujours. Qu'est-ce qui pose problème? Les poubelles, comme c'est le cas actuellement. Non, vous savez, on a aucune instruction à retenir, n'est-ce pas, des prostituées politiques, des gens qui sont quittés d'un parti politique à un autre et qui ont finalement ouvert, certains ont ouvert un parti politique, d'autres les attaques sont entrés dans les partis politiques. On les appelle trivialement au quartier les Maboya. Alors, si on reste sur la question, par exemple, ça c'est la nationale numéro 5 que vous pouvez voir pratiquement tous ces nids de poules que l'on a. Parlez de la réalité. J'ai le droit de créer un parti. On a cet état de route qui n'est pas très brisant. Là, nous sommes pratiquement sur la nationale numéro 5 avec pratiquement ce qu'on pourrait appeler des lignes à quelques mètres seulement de nouveau péage. Oui, c'est un crime de créer un parti politique. Je veux finir mon argumentaire sur la première phase en disant que au quartier on les appelle trivialement les Maboya. Il n'a rien à dire ce monsieur. Regardez le bilan du RDPC. Regardez le bilan. Il est incapable de répondre. Il fait des questions. Voilà le bilan du RDPC. On va vous enlever la parole 30 secondes. Parce que justement, vous avez donné 1 minute. On est allé au-delà. Alors 30 secondes. On sera. Il n'a pas le droit à 1 minute. Si les Maboya peuvent me laisser terminer. Allez-y, vous avez encore 20 secondes. Il n'a pas le droit. Lorsque je l'ai dit, oui, on a des problèmes d'infrastructure. Ça, c'est une réalité. Le chef d'État lui-même l'a remarqué. Il a fait savoir, il a demandé à ce qu'il y ait une accélération gouvernementale. Mais n'oublions pas que lorsqu'on gère un État, il peut avoir des imprévus. Il peut avoir des manquements. Merci beaucoup, Basile. Ces manquements-là, le peuple camerounais le sait. Mais cela ne manque pas, notamment, qui nous donnent toujours leur confiance. Merci Basile. Alors rapidement, Président, on est en train de sortir. Vous avez justement 1 minute. Quelle réaction de fin? Je voudrais que les panélistes respectent votre grande chaîne. La Pointe est une grande chaîne. Tout à fait. Quand on voit les individus venir dire tout et n'importe quoi sur une chaîne de télévision, au lieu de parler des idées politiques, d'assumer leur bilan, ils se mettent à s'attaquer de manière stupide à des personnes. La question qui est posée, c'est les 40 ans du RDPC. Quel est le bilan du RDPC? Point barre. C'est pas de savoir ce qu'on n'a jamais été. J'ai le droit de créer un parti politique. Tout à fait. Mais alors, je ne pas indexé. Donc vous êtes complètement. Vous vous sentez indexé dans mes Vous êtes complètement. Oui, je me sens indexé. Ah bon? Puisque vous parlez des gens qui créent. Vous êtes le seul à avoir complètement hors sujet. Est-ce qu'on vous a posé la question? On vous a posé une question. On va dire. Donc vous ne comprenez même pas. On vous a posé une question. Arrêtez de dire n'importe quoi. Vous êtes sur un plateau. Il y a une thématique. On sera dans l'obligeance d'arrêter. Alors, en 1 minute, Alex. Bonne réaction. On parle de l'an 40. Vous permettez. Président Célestin Jamel, vous permettez. Alors, on en vient encore. Les idiots qui viennent dire plus. Alors, merci. Compte tenu du temps, le temps prévu. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que le RDPC a échoué. En 40 ans, c'était un parti porte-malheur. Oh non, justement, l'expression est trop forte. Alors, merci beaucoup. Malheureusement, on voulait bien continuer ce programme. Sur notre fin, alors justement, on reste sur notre fin, très certainement. À l'occasion d'autres éditions de ce programme, nous aurons l'occasion de développer nos différentes idées. Nous disons merci à tous ceux qui ont pris leur temps pour nous regarder et à vous autres, merci Président Célestin Jamel, du leader du parti politique APA. Merci de votre temps que vous avez consacré pour la production de ce programme. Merci Alex Nguepi pour votre... De toutes les façons, ce n'est que partie remise. Merci beaucoup, messieurs.
Basile. Un plaisir. Voilà. Alors, à vous autres, mesdames, messieurs, on se donne très certainement rendez-vous dimanche lorsqu'il sera 20h sur les antennes de Balafon Télévision avec d'autres sujets aussi croustillants et d'autres invités aussi pertinents. Vous avez parlé notamment des invités de haut vol. La pêche à la baleine a été faite. Vous avez eu tous nos invités ce soir. Merci de nous avoir regardés. On se donne rendez-vous dimanche à 20h.